On revient sur les éléments de contexte et de cadrage. Mamadou, tu veux dire un mot? Oui, vas-y. Tu viens d'où? Je viens d'où? Qui est pressé de me connaître même là? Oui, merci Président. C'est moi qu'on appelle Toto Bernardin. Je suis le secrétaire permanent de la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin. Je parle lui depuis longtemps. Hein? Bonjour, moi je m'appelle C'est bon. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Serine Senyan, je suis assistant de programme au niveau de la cellule d'appui technique du CNCR. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs et merci de me faire participer à cette aventure qui correspond bien à notre raison d'être. Et je voulais donc remercier le ROPA, donc conseil d'administration et la cellule technique, d'avoir pu se mettre en phase avec les réalités et l'actualité. Dans le discours du président, il a mentionné que les politiques n'ont pas créé les rêves. Mais il a oublié de dire que les paysans n'ont pas souhaité que leurs enfants soient paysans. C'est fondamental. Sinon, vous n'allez jamais progresser. Donc, vous devez répondre à ces deux questions. Pourquoi les politiques n'ont pas pu créer les rêves et pourquoi les paysans ne veulent pas que leurs enfants soient paysans? Sans ça, vous n'allez jamais. Et là, je crois, comme vous aurez la parole, vous les leaders, vous allez nous dire pourquoi vous ne voulez pas. Depuis le début, donc depuis que les Blancs sont venus et que notre société a commencé sa transformation, c'est là où le problème s'est posé. Parce qu'il n'y avait rien. On était tous des ruraux dans la féodalité. Et donc, il n'y avait pas de problème. Le renouvellement était automatique. Mais il faut savoir que dans ce que nous appelons paysans, il y avait ceux qui produisaient et il y avait aussi ce qu'on appelle des acteurs qui ne produisent pas mais qui sont dans l'environnement de la production. Ce sont les artisans et ceux qui faisaient les échanges, qui organisaient les échanges. C'était le troc à l'époque. Mais il y avait des gens qu'on a appelés après les djoulas, les commerçants, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est un corps qui est né avec ce que nous faisons. Donc, il y avait l'élevage, l'agriculture, la pêche. Mais après, il y a eu des activités pour pouvoir produire du matériel pour cela. Avant même les Blancs, les pirogues. Les Blancs, quand ils sont venus, ils ont trouvé qu'on avait des pirogues. Il y avait des systèmes pour sortir le poisson de l'eau, avec les flèches, etc. Il y avait également, dans l'agriculture, des outils. Vous les avez vus. Donc, on était des producteurs et des non-producteurs, mais qui permettent que la production se fasse. Si on veut faire une stratégie, on doit avoir la capacité de bien présenter la problématique et de situer les responsabilités. Donc, le fait que les paysans
n'ont pas voulu et ne veulent pas toujours que leurs enfants soient des paysans, il y a des raisons et je laisserai donc, je participerai demain ou je ne sais pas, le moment où les paysans vont dire leurs problèmes, je vais voir. Alors, maintenant, dans le discours du président du CNCR, on a dit répondre aux besoins alimentaires. Répondre aux besoins alimentaires et le renouvellement des exploitations familiales. Donc, il faut lier automatiquement renouvellement dans les exploitations familiales avec insertion des jeunes. Parce que c'est ça. Quand tu dis renouveler la force de travail, c'est comme dans le système classique d'emploi, les retraités sont remplacés par des jeunes qui étaient là avant même que les retraités ne partent. Et donc, c'est pourquoi je lis renouvellement dans les exploitations familiales, insertion des jeunes. Et en disant les jeunes, il faut penser aux couples jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui se marient avec des jeunes filles, etc. Donc, c'est cette jeunesse-là qui permet cette insertion. Alors, si maintenant je viens aux deux questions, satisfaction des besoins alimentaires, pour nous permettre d'avancer, il faudra dire quelles sont les activités pour la satisfaction des besoins alimentaires et quels sont les acteurs qui sont concernés et les rôles et responsabilités. Dans les activités, bon, on le sait, c'est dans ça que nous sommes, c'est agriculture, élevage, pêche, horticulture, toutes les activités qu'on a résumées en agro-silvopastoral et halieutique. Mais également, ça ce sont les activités, mais les activités d'accompagnement qui sont les artisans, qui sont aujourd'hui les commerçants, qui sont les institutions de financement. C'est tout ce monde, les besoins alimentaires, c'est la production des matières premières, c'est la transformation des matières premières, c'est les équipements qui les permettent, c'est les institutions de financement qui permettent, etc. Donc, c'est tous ces grands groupes qui œuvrent dans les systèmes alimentaires. Et donc, il y a également les politiques qui définissent les cadres, qui font des programmes, qui apportent des fonds. Et donc, une fois que nous avons cerné les groupes qui sont dans cette affaire, il faudra dire maintenant les rôles et les responsabilités. Si, au début, c'est-à-dire avant la colonisation, c'était les producteurs de matières premières qui étaient les plus forts, il faut savoir qu'avec l'évolution, c'est les autres qui ont pris la force sur la matière première. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on a ce grand débat sur les chaînes alimentaires. Quand tu prends la chaîne alimentaire et que tu coupes pour voir quels sont les groupes et qu'est-ce qui tombe dans chaque groupe, tu verras que c'est le producteur de matières premières qui a le plus petit morceau et c'est là-bas où il y a la contrainte fondamentale. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va se dire, mais pourquoi il y a ces deux questions énoncées par le président du CNCR, c'est-à-dire les besoins alimentaires à satisfaire et le renouvellement dans les exploitations, c'est-à-dire l'insertion. La première réponse, c'est que nous sommes nombreux par la grâce de Dieu et nous allons continuer d'être nombreux. Et donc, comme on est nombreux et qu'on doit manger, boire, etc., et que nous allons continuer d'être nombreux, donc cette préoccupation va être permanente, quotidienne, et c'est pourquoi on doit, tout ce que nous faisons doit se faire autour de ça. Et pour vous donner des chiffres, nous sommes aujourd'hui 320 millions de personnes dans la région CEDEAO, notre région. Nous allons être 450 millions en 2030 et nous allons être 820 millions en 2050. Donc dans 25 ans, c'est pas loin. Mais tous ces gens doivent manger, ils doivent boire. Mais, alors, qu'est-ce qu'on nous a toujours dit? Qu'il y a un marché mondial. Mais ce marché mondial existait effectivement
après la Deuxième Guerre mondiale, comme il y a eu une bonne partie de la population qui était partie, qui sont des gens qui sont morts, il y a eu une grande offensive de modernisation agricole avec les tracteurs, les semences, les herbicides, les pesticides. La production des grands produits, les grands produits, c'est le maïs, c'est le blé, c'est le soja, c'est le sorgho, le riz. Ces grands produits qui sont les plus consommés dans le monde, leur productivité a doublé ou triplé. Bon, donc, il y avait beaucoup de produits. Et donc, jusqu'à ce que là où on produisait beaucoup, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire, ils produisaient, ils surproduisaient, il fallait qu'ils aient stock, ils payent pour ça et ils étaient débordés. Voilà. Mais, comme toujours, l'évolution est que les gens se posent des questions, ils répondent, ils cherchent d'autres problèmes. Il y a eu également la science qui a inventé qu'on peut faire du pétrole avec les produits agricoles, le maïs. Et aujourd'hui, les Américains sont à 180 millions de tonnes de maïs que les gens ne mangent pas. Ils enlèvent l'éthanol, qui est un liquide qui fait tourner les machines. L'Europe a suivi. Donc, vous vous rappelez de 2008, c'est ça qui a fait que les stocks mondiaux ont tellement diminué qu'il y a eu la crise alimentaire. Et cela va continuer. Donc, l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Europe, c'était ces 4 parties du monde qui faisaient de la surproduction et qui envoyaient dans le marché mondial. Mais étant donné que l'Inde et la Chine sont arrivés maintenant dans une société d'industrialisation, non seulement une grande partie des petits paysans sont devenus maintenant des ouvriers, ce qui s'est passé en Europe et aux États-Unis, et donc maintenant la Chine et l'Inde importent de la nourriture. Cela veut dire tout simplement que la démographie que nous venons de dire, c'est-à-dire nos 420 millions de 2030 et les 800 et quelques millions, nous devrions savoir que si nous ne faisons pas en sorte de pouvoir produire, nous allons avoir des problèmes parce que le marché mondial se réduit à cause du développement industriel chez les autres. Alors, mais en plus de cette question de démographie, il y a aussi un problème de souveraineté. Parce que, imaginez, ce qui s'est passé en 2008, les gens des villes ont brûlé des pneus. Il y allait avoir une révolution, tout simplement parce que les villes qui sont en train de se développer chez nous et qui vont continuer de se développer, c'est des gens pauvres qui sont remplis dans ces villes. Donc, ils ont besoin de produits à bas prix. Et nous, aujourd'hui, notre système de production, c'est des coûts réels. Donc, on ne peut pas, nous, vendre nos produits à des prix bas parce que nos coûts de production sont élevés. Bon. Donc, il faut cette partie de coûts bas qui vient du marché mondial. Et pourquoi les prix sont bas au marché mondial? Parce que ce sont les multinationales qui remplissent ce marché. Et vous savez qu'au Brésil, au Mexique et dans d'autres pays de l'Amérique latine, il y a des champs de 25 000 hectares, 10 000 hectares qui sont arrosés avec des hélicoptères, etc. Et donc, il y a une surproduction qui fait que eux, avec 25 000 hectares, 50 000 hectares, ils peuvent vendre les produits à des prix très bas. Parce qu'avec 10 tonnes de maïs à l'hectare, sur 25 000 tonnes, vous vous rendez compte. Et puis, ils n'utilisent pas beaucoup de main-d'œuvre, tout est fait avec les machines. Et c'est ça qui fait que, parce que quand tu dis comme ça que nos prix ne peuvent pas être bas, et que là-bas c'est bas, mais les gens vont dire, mais pourquoi? Donc, il faut savoir que c'est ça le système. Alors, donc, question de souveraineté, parce que l'alimentation, c'est une question de souveraineté. Parce que c'est quelque chose qu'on a besoin permanemment, souvent 2 fois ou 3 fois par jour. Et tout le monde sait que le ventre, on ne le confie à personne. C'est une responsabilité personnelle, familiale, communautaire. Et vous savez tous que partout où il y a la famine, il y a la guerre. C'est sûr. Donc, l'alimentation, c'est la garantie de la stabilité. Les gens peuvent être pauvres, ils peuvent avoir 2 habits dans l'année,
Ils peuvent se débrouiller, mais quand ils ne mangent plus, je pense que vous savez tous que ce n'est pas possible. Donc pour cette raison, nous allons être nombreux et on ne peut pas ne pas manger. C'est important donc que les besoins alimentaires, leur satisfaction soit importante. Mais une autre question, c'est que c'est l'identité. Nous produisons des produits que nous avons appris à transformer dans notre culture, ce qu'on appelle les cultures alimentaires. Le jour où nous n'arrivons plus à produire ces produits, nos cultures alimentaires vont disparaître. Parce que ce qu'on fait avec le maïs, avec le sorgho, avec le fonio, on ne peut pas le faire avec le blé et d'autres produits. Donc, une partie de notre identité, donc ce qui nous permet de nous reconnaître, va disparaître. Et d'ailleurs, vous avez vu, les urbains se différencient petit à petit des ruraux. Donc, c'est les changements de mode de vie, de manière de penser, etc. Et l'alimentation, il joue un grand rôle quand les enfants des villes commencent à acheter de l'hamburger ou du pizza à partir de 6 ans. Sachez qu'à 20 ans, ils ne vont pas raisonner et ils ne vont pas se comporter comme nos petits qui, eux, continuent de venir autour du plat pour manger ensemble, etc. Ce sont des questions très importantes qu'il ne faut pas oublier. Alors, une fois qu'on a dit le pourquoi et le renouvellement des exploitations pour mettre les jeunes, le pourquoi, c'est parce que sans ça, terminé. À 60-65 ans, on ne peut rien faire. Donc, la première question, répondre aux besoins alimentaires, on a expliqué le pourquoi. Deuxième question, le renouvellement. Donc, le renouvellement de l'exploitation familiale, c'est la continuité. S'il n'y a plus de jeunes, et aujourd'hui on commence à le voir, il y a des familles aujourd'hui dans les villages, comme les jeunes sont partis, il y a papa, maman là-bas, peut-être avec une grand-mère, et on envoie seulement l'argent. Bon, évidemment, ils vont continuer de manger, mais quand ils vont mourir, c'est fini. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on essaie de comprendre. Alors, une fois qu'on a dit ces principes-là, aujourd'hui, quelle est la situation? Donc, qu'en est-il de ça? De répondre aux besoins alimentaires et de régler le problème de l'insertion des jeunes. La situation, c'est que la population vieillit, les travailleurs, les exploitants familiaux sont en train de vieillir. Donc, là, on le voit, on le constate. Et donc, il faut rapidement trouver une solution ou bien on décide que c'est fini. Deuxièmement, les systèmes de production qu'on avait sont attaqués. Sont attaqués par ce qu'ils appellent la modernisation. On dit qu'il faut prendre les tracteurs, il faut prendre les motoculteurs, etc. Au détriment des systèmes de production, parce que quand tu fais une agriculture, donc là on est dans les systèmes de production, quand tu as le tracteur, tu es obligé de faire une seule production pour pouvoir rentabiliser. C'est comme ça que les choses ont changé là où ça vient. Quand tu as ta paire de vaches, ou bien ton âne, ou bien ton cheval, tu peux faire plusieurs acrobaties que tu ne peux pas faire avec ton tracteur. Le coût du tracteur t'oblige à avoir des grandes superficies. Bachiaka va en parler parce qu'il a des tracteurs, il pourra nous dire qu'est-ce que ça a changé chez lui. Et donc, ça t'amène dans un raisonnement de marché. Il faut produire beaucoup pour vendre. Parce que la production dans certaines exploitations familiales, c'est 0,01% qu'ils consomment. Donc tous les restes, ils sont dans le combat du marché. Donc ils sont pris dans le système des contrats, etc. etc. Ils vont l'expliquer. Alors, deuxièmement, ça nous amène dans le débat des chaînes de valeur. La chaîne de valeur, c'est du produit de la production à la consommation. Donc tous les groupes d'acteurs qui sont là, c'est ça où il y a le problème. Alors, la production de matières premières, arachide, mil, riz, c'est ça que nous faisons le plus. Bon, évidemment, il y a une évolution, vous allez l'expliquer demain, et il y a des transformations que les femmes paysannes font, que des jeunes font, etc. Quand on prend l'élevage, on le voit bien. Et évidemment, il y a le climat. Donc, vous savez tous aujourd'hui ce qui se passe. Notre écologie est bouleversée. Il y a beaucoup de nos plantes traditionnelles qui ont disparu.
et ces plantes jouaient des fonctions. Tout le monde parmi vous sait que la terre vit et on l'empoisonne tous les jours. Elle vit parce qu'il y a des petits vers de terre. Tout ce que vous voyez là, quand il pleut, qui sortent de la terre, joue des rôles dans la vie de la terre. C'est comme même chez nous, on a des vers intestinaux. Ils ont des fonctions. La terre aussi a ses vers et d'autres petits insectes. Avec la production du paquet technologique, ben, on a enraciné, on a enlevé les arbres pour que les semoirs puissent passer et les usines. Alors, ce sont les racines des arbres qui tiennent la terre, tout le monde le sait. Les feuilles qui tombent, qui donnent l'humus, tout le monde le sait. Donc, plus tu enlèves les arbres, plus ta terre est à la merci du soleil, à la merci du vent. Et donc, voilà, pour ceux qui sont dans les zones arachidières, ils connaissent bien ça. Et donc, la terre, le vent vient pour enlever la matière, la bonne terre, et petit à petit, c'est le sable qui remplace. Donc, aujourd'hui, la menace, c'est que nous sommes obligés d'agrandir chaque année parce que la quantité que nous voulons pour pouvoir vivre, on ne peut pas l'avoir sur des petites superficies. Parce que la terre est malade ou bien elle est en train de mourir. L'autre élément important, c'est que on a eu dans notre histoire deux types de produits. Les Blancs sont venus avec des produits qu'ils ont tellement bien organisés et que ça a pu être connecté au marché, parce que c'est eux qui amènent les produits, c'est eux qui les mangent, qui les transforment. C'est café, cacao, ananas, comment il s'appelle, arachide au début, et puis tout le reste. Donc ça, c'est eux qui ont amené. Mais ils ont trouvé ici des produits que nous-mêmes on avait et qu'on continue. Mais ces produits, ils ne s'en sont pas occupés. Donc aujourd'hui encore, on est dans ce débat, le marché. Mais pour le coton, café, cacao, ananas, banane, on peut dire qu'on n'est pas content, mais le marché est bien organisé. Mais maintenant, pour nos propres produits que nous mangeons, le petit haricot, comment vous appelez ça, tout le reste là, c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité de nous en occuper et on ne s'en occupe pas. Et mieux, le fait qu'il y a eu maintenant la pizza qui arrive, les hamburgers et tout le reste, on est même découragé, nous, de produire ces produits-là que nous devons manger. En plus, pour pouvoir manger nos produits, il y a beaucoup de fatigue. Le mil, il faut enlever le son, il faut piler, il faut avoir la farine. Alors que le riz, tu laves, tu mets dans la marmite. Sans compter que la pizza, bon, tu viens seulement, tu payes, tu manges le pain. Voilà, donc il y a un conflit entre nos valeurs culinaires et ce qu'on nous amène. Donc maintenant, ce changement climatique nous a mis dans une situation de l'œuf et la poule. Voilà, comme vous le savez, il faut la poule qui doit faire des œufs pour qu'il y ait des poussins qui continuent. Alors donc, l'œuf et la poule dans le climat, c'est quoi? C'est la pression sur la terre qui accélère la désertification. Et la désertification pose des problèmes à la terre qui ne nous permet pas de nous nourrir. Donc, vous voyez, on fait toujours ce qu'il ne faut pas, mais on reçoit toujours le contre-coup. Dans tout ça, les jeunes, on va parler maintenant des jeunes et de nos activités. Les activités qu'on a, globalement, ce sont des activités à faible rendement. Donc, qui dit faible rendement, dit revenu. Voilà. Et les changements d'attitude, de comportement et d'habitude qui ont été influencés par la mondialisation. Vous voyez bien, les motos Jakarta, la télévision avec une plaque solaire. Bon, tout le système aujourd'hui de regarder partout dans le monde fait que nos jeunes ne sont pas des jeunes dont les références sont nos traditions. Parce que là, on ne les montre pas. Aujourd'hui, on ne te montre pas, il n'y a pas aujourd'hui à la télévision du Bénin l'histoire des Béhanzins, etc. Des grands Dahomey, quand les gens... Bon, il n'y en a pas. Au Sénégal,
Il n'y en a pas. Donc de temps en temps, on vous parle de 2, 3 phrases. Mais tous les jours, avec les comment ils appellent là, les petits films là qu'ils sortent, comment ils appellent ça? Hein? Oui. Voilà, c'est tous ces films qui, permanemment dans nos télévisions, nos enfants grandissent avec ça. Voilà. Et des films où on dit que le père fait la cour à la fille de son machin, des conneries comme ça, qui rampent. Mais c'est vrai. Et tout le monde, si tu interdis ça à ta maison, tu peux même amener la révolution. Tellement c'est devenu un faux sérieux. Alors, l'alimentation aussi, la même chose, avec les films américains, l'hamburger, Coca-Cola, machin. Donc, ce n'est pas que les gens décident, mais c'est ce qu'on appelle l'inconscience. Donc, le subconscient prend ça, et puis tu grandis là-dedans, et tu dis, mais pourquoi pas? Donc, voilà un peu des choses qui attaquent et qui mettent des remparts à ce que nous devrions réaliser. Et donc, si nous voulons parler des jeunes, aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut commencer par dire d'abord, il va gagner combien. Le jeune, tout ce que tu lui dis, il dit c'est combien je vais avoir. Et donc, la stratégie, c'est de partir du revenu pour définir la stratégie. Il faut que tu mettes en haut et d'accord avec eux combien. Parce que, pourquoi les jeunes veulent aller en Europe ou bien aux États-Unis? Ils multiplient, ils disent si j'ai $1000 aux États-Unis, c'est 500 000 ici. Si j'ai 2000, c'est 1 million. Ils pensent qu'avoir 2000 ou 1000, c'est comme boire de l'eau. Donc, ils ne calculent pas. C'est un faux rêve. Et il dit, bon, au lieu de traîner ici pour avoir 100 000 francs, 150. Donc, je pense qu'on ne peut plus parler de l'insertion des jeunes sans mettre le paquet sur le revenu. Voilà. Si le revenu est clair, et comment l'obtenir durablement, ce n'est pas seulement le revenu, mais durablement, on y arrive. Alors, maintenant, les actions et programmes en cours, ça, c'est les aspects politiques. Les gouvernements, ils font beaucoup de choses. Mais ils le font mal. Parce que, au lieu de partir de discuter avec les jeunes, dans leur association, ils essayent de partir des études avec des experts, sociologues, économistes, pour élaborer des programmes d'insertion des jeunes. On a eu un exemple ici au Sénégal, c'est le REVA. Au temps d'Abdoulaye Wade, ils ont discuté avec les Espagnols pour dire on va mettre un fonds pour faire revenir ceux qui sont partis. Vous voyez? Alors que l'urgence, c'est de faire en sorte que d'autres ne partent pas. Donc s'il y a un programme à bâtir, c'est d'aller voir ceux qui sont là, dont les 80% veulent un jour partir, c'est avec eux qu'on va arrêter l'affaire. Vous êtes là. Oui. Est-ce que vous êtes bien? Ah non. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc quand vous commencez à travailler avec ceux qui sont là, qui vont vous dire vraiment pourquoi ils ne sont pas contents, pourquoi un jour, s'ils ont l'occasion, ils vont partir, c'est ça un programme des jeunes. Donc tu réponds à leur frustration, tu réponds à leurs préoccupations. Mais au lieu de faire ça, non, on invente des programmes pour eux. Alors, donc, le contexte régional aussi a beaucoup changé. Il y a aujourd'hui, on ne peut pas nous parler de l'emploi des jeunes, c'est-à-dire tous ces enfants qui sont dans les écoles. Non. Nous, notre problème, c'est quoi? L'entrée pour les jeunes, c'est ce que j'avais dit, c'est de dire les paysans vieillissent et donc le renouvellement obligatoire pour notre survie, c'est l'insertion des jeunes. Donc d'abord nos propres enfants. Et donc nous-mêmes, on a tout un travail de changement de mentalité. Parce que je crois que si on se dit clairement les choses,
que chacun dit où sont ses enfants. Je crois que beaucoup n'ont pas d'enfants avec eux. C'est rare. Et c'est des stratégies que les paysans ont toujours développées depuis l'arrivée des Blancs. C'était au début, on envoyait les enfants pour apprendre à être maçon, tailleur, etc. Ok, avant qu'il y ait beaucoup d'enfants à l'école. C'était ça. Donc c'est toujours la même stratégie pour qu'ils ne soient pas agriculteurs ou éleveurs. Il n'y a que dans l'élevage où il n'y a pas eu pour le moment d'alternative pour que les enfants soient derrière les animaux. Parce que c'est un mode de vie. Donc tu ne peux pas trouver quelqu'un que tu payes qui va te suivre dans un mode de vie qu'il ne connaît pas. Donc le pastoralisme et le nomadisme utilisent jusqu'aujourd'hui, en grande majorité, leurs enfants. Parce que c'est totalement toute la famille qui est répartie sur les fonctions du pastoralisme. Mais dans l'agriculture, ce n'est pas le cas. Et dans la pêche. Donc voilà un peu pour le contexte que nous devrions, en conclusion, savoir que ces deux questions irréversibles, les besoins alimentaires, il faut s'en occuper, ça doit être au cœur, mais c'est économiquement important. Ce n'est pas seulement produire pour se nourrir. Il y a des milliards autour de la satisfaction des besoins alimentaires. Malheureusement, la plus grande partie de ces fonds ne sont pas au niveau de la production de la matière première. Donc nous devrions nous positionner après la production. D'abord dans la production, produire plus, mais aussi durablement. Et dans le renouvellement des exploitations, savoir que notre survie, c'est l'insertion des jeunes dans nos activités. Mais pour qu'ils viennent, ce n'est pas avec le système qui se passe aujourd'hui. Un jeune de 18-20 ans, on le gardera difficilement s'il ne peut avoir que 100 000 ou 200 000 CFA sur 12 mois. Ce serait très difficile. Donc, il y a un problème de revenus. Et là, vous allez nous donner des expériences. Et enfin, nous devrions savoir qu'il y a cette... comment on appelle, ce dilemme dans moderniser, c'est-à-dire prendre tracteur, machin, et améliorer d'une manière maîtrisée des systèmes de production multifonctionnels. Donc au lieu de dire je vais faire 50 hectares pour faire beaucoup de ceci, dire sur 5 hectares, avec des bonnes semences, avec une terre bien nourrie, on va faire plusieurs spéculations qui peuvent nous donner des revenus intéressants et qui peuvent aussi permettre qu'on puisse le faire durablement. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Yamar, mais voilà un peu comment moi j'analyse le problème. Et ce que nous devrions sortir ici, c'est comment changer le paradigme. C'est ça qui est notre projet. Comment changer le paradigme et porter cela au niveau régional pour que ça soit le programme du repas. Je vous remercie.